Vous savez qu'un jeune homme s'est noyé ici? Ce n'était pas un très bon nageur. Les moniteurs ne faisaient pas attention. Il aurait dû être surveillé en permanence. Ce garçon, c'était mon fils. Il s'appelait Jason. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Nous sommes en 2003 et le jeune réalisateur Marcus Nispel, issu du monde du clip musical, signe le remake du légendaire Massacre à la tronçonneuse, un film qui sera un carton au box-office et qui a ouvert la voie à une vague de remakes de grands classiques de l'horreur. Amityville, Halloween, La colline à des yeux, Piranha, Les griffes de la nuit, The Fog, très nul The Fog, Black Christmas et plein d'autres remakes envahiront les salles obscures et il était donc normal qu'une autre franchise légendaire repointe le bout de sa machette sur les écrans après quelques années d'inactivité. Évidemment, on parle de Vendredi 13. Nous sommes donc en 2009 quand le remake de Vendredi 13 débarque en salle et c'est Marcus Nispel qui remet le couvert à la réalisation après avoir signé un des rares remakes appréciés par les fans, Massacre à la tronçonneuse donc. Excellent film, n'en déplaise à mes collègues de podcast, et le film est toujours produit par Michael Bay et sa société Platinum Dunes. Le film condense les 3 premiers volets originaux de la saga. L'histoire, vous la connaissez très bien. Un groupe de jeunes adultes part explorer l'ancien camp de Crystal Lake, abandonné depuis des décennies après une série de meurtres étranges. Ils espéraient tomber sur un champ de cannabis caché dans la forêt, et pas de chance, ils tombent bien sur le champ de cannabis, mais ils tombent aussi sur Jason Voorhees, 2 mètres, masque de hockey, grosse machette, et pas content du tout qu'on s'aventure sur son territoire. C'est là où le film décide de retourner totalement la table, puisque Jason va littéralement trucider tout le casting qu'on suivait depuis 20 minutes, pour ensuite nous introduire les vrais personnages principaux du film. Un certain Clay, joué par Jared Padalecki, pour les fans de Supernatural qui passent par ici, en pleine recherche de sa sœur disparue aux abords de Crystal Lake, et à ses côtés, un groupe de lycéens venus passer le week-end proche du lac pour faire la fête, s'envoyer en l'air et se faire défoncer par Jason, qui a rarement été aussi rapide et brutal dans toute la franchise. C'est la 2e fois qu'on parle de Vendredi 13 dans le podcast. On avait déjà abordé le tout premier film pendant la saison 1, il y a 2 ans, pour ceux qui n'étaient pas encore là. On savait que l'épisode d'aujourd'hui était un épisode attendu, parce que Vendredi 13 reste une franchise culte, vaste surtout, et aussi très débattue, et on est d'autant plus ravis d'en reparler aujourd'hui en compagnie de Marcus Nispel, qui revient dans l'émission après nous avoir déjà fait la surprise de passer en début d'année dans le podcast. On n'avait pas eu le temps de parler de son Vendredi 13 quand il est venu, on s'était dit qu'on en reparlera quand on pourra, et c'est aujourd'hui, voilà, il est revenu, et il sera présent en seconde partie d'émission avec nous. Alors attention, ce sera en anglais, mais la VF arrive bientôt, promis. Donc si vous écoutez cet épisode dans le futur, n'hésitez pas à aller voir les podcasts suivants dans la liste des épisodes pour trouver la VF, du coup. Bref, je suis Romain Plourde, et pour s'aventurer dans Crystal Lake avec moi ce soir, sont présents Lynn Nelson, rédactrice pour le blog du cinéma. Bonsoir. Mylène, directrice et programmatrice du festival de slasher Stabaton. Ah. Oh merde. Mylène a frisé. C'est déconnecté. Avec l'image qu'a prise, c'est Je rage quitte. Non, Je rage quitte. Vendredi 13. non, j'enlève ma caméra parce que ça buguait trop. Non. Bonjour Mylène. Bonjour. Non, c'est faux. Même si j'aime pas Jason, je me suis pas barrée en cours de discussion.
T'inquiète, T'as pas tout de- va bien. Pas le courage. J'ai peur de sa grosse machette. Non, pas du tout. Mmh. Attention, ça dérape. Il est tôt. À ses côtés, on retrouve Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Pardon. Dario, qui n'est plus malade. Et non, ça y est. Ça va mieux? Oui, ça va. Et toi? Ça va. Par contre, le karma que j'ai pris instantané, c'est fou. Hein. Genre, je me suis moqué de toi un épisode, la semaine d'après, je suis tombé malade comme un chien, tout pareil. C'est beau. La justice, comme quoi. Ouais. Ça fonctionne. Mérité, des fois. sûrement. C'était mérité. Mais je compatis parce que c'était chaud, en effet. Lily, je voulais commencer le tour de table par toi, car dans l'épisode qu'on avait fait sur le premier Vendredi 13, tu avais bien défendu le film, et t'es une grande fan de la saga. C'est quoi ton premier rapport... Pardon. Oula, En fait, oula. C'est quoi ton premier rapport? Ouais, c'est pas... J'allais dire premier contact. Premier rapport. Ton premier rapport avec... On n'est pas assez intime, Romain, encore. Et là, Romain, ça C'est pas le moment d'en part. parler, je pense, ouais. Au secours! Range la machette, Romain. Range la Ça machette. démarre mal comme épisode. Je peux pas dire, mais Ça commence bien. Et comment ça se fait qu'on est si C'est quoi dissipé? ton rapport avec toute la franchise Vendredi 13 et qu'est-ce que tu penses de ce remake? Alors, moi, je suis une vraie prolo. J'aime le grand divertissement populaire, j'aime les tuches, j'aime le premier camping. Et Vendredi 13, c'est ça. C'est le film d'horreur du prolo qui s'intellectualise à aucun moment, qui est là pour nous donner du fun et du fun de qualité, avec du gore à foison, hyper spectaculaire, des nichons, des gens qui baisent et qui picolent. Peu importe le scénario, en fait, on s'en fout. On veut du sang. Et j'ai pour coutume de dire que Vendredi 13, c'est un peu le Fast and Furious de l'horreur. Parce qu'on part d'une petite production moyenne qui a compris ce qu'on venait y chercher et qui va rencontrer un tel succès qu'on va étirer le concept dans tous les sens, sur la longueur, tout en restant toujours hyper généreux, quitte à aller dans l'espace, comme dans Jason X et dans Fast and Furious 9. On ose tout dans ce genre de saga. Monter dans le manège, attraper la queue du Mickey, et c'est parfait. Et personnellement, j'adhère pas du tout aux reproches qu'on fait souvent au Vendredi 13, qui veut que la saga pique plein de trucs à droite à gauche dans le cinéma de genre de son époque. Mais tout simplement parce que dès le premier épisode de Vendredi 13, c'est du cinéma d'exploitation. C'est le principe même de ce type de production. Autant reprocher au chocolat de contenir du cacao à ce compte-là, quoi. Et je trouve pas que Vendredi 13 soit le pire rejeton de l'exploitation. Par exemple, tous les rip-off moisis d'Halloween, eh ben, ils n'ont pas des effets spéciaux comme ceux de Tom Savini dans le premier Vendredi 13, quoi. Et en termes d'exploitation, ça s'en sort pas trop mal sur la longueur non plus. Déjà parce dans Vendredi 13, on s'en fout un peu de la cohérence. Puis, on va effectivement surfer sur un peu toutes les modes, comme le slasher fantastique après Freddy ou la science-fiction après Matrix. Mais on le fait encore au bon moment. Et on a un boogeyman suffisamment impassible, qui n'a même pas de visage, dont on a accepté la force surhumaine et l'immortalité, si bien qu'on peut le mettre absolument dans toutes les situations. Et c'est ce qui fait que la saga Vendredi 13 va perdurer un peu plus longtemps que les autres grandes franchises du slasher des années 80. Cela dit, elle va commencer à perdre un peu l'intérêt du public à partir du chapitre 9, où on oublie un peu la base de l'attrait pour les Vendredi 13, à savoir toutes les manières horribles dont Jason Voorhees va tuer plein de gens. Même si, moi, personnellement, je trouve qu'on y retourne dans Jason X, tout le monde n'est pas du même avis que moi. Mais quoi qu'il en soit, j'en arrive enfin au remake de 2009 qui, encore une fois, va faire surfer la saga sur une mode du moment. Et la mode, à la fin des années 2000, elle est au remake des grands classiques de l'horreur. Et on tombe au bon moment pour faire un remake de Vendredi 13, je trouve, comme on était au bon moment pour faire un remake de Piranha. Tout simplement parce que la jeunesse de cette période, là, 2008-2010, elle est sex, drugs and rock'n'roll. Elle a grandi avec des séries comme Nip Tuck ou Skins. Elle a vu Britney Spears se raser la tête, Kate Moss prendre de la coke et sortir avec Pete Doherty, écouter Amy Winehouse ou une Lady Gaga qui ne faisait pas encore des duos avec Tony Bennett, mais chevauchait des dauphins pneumatiques et des disco sticks. Du coup, on était une belle bande de chair à Jason en 2009. Et il y a eu aussi la crise financière de 2007 qui avait tout pris à nos parents. Du coup,
on avait envie que de se déchirer la tête et de baiser à tout va en profitant de notre jeunesse. Un petit peu comme les jeunes des années 80, un terreau parfait donc pour faire revenir Jason. Et quel retour! Quel fantastique retour. Pour moi, c'est le 2001 du remake. Déjà en 20 minutes, t'en as parlé. Déjà en 20 minutes, on t'en a parlé en intro. Romain, le décor, il est déjà planté avec cette intro en forme de court-métrage qui nous annonce déjà que le film a compris ce qu'était son matériau original et qui ne s'excuse pas d'être un vendredi 13. Parce que tout de suite, on a des nichons, du sang, de l'alcool, de la drogue. Et on ne lésine pas sur les effets visuels. On a de très beaux effets mi-pratiques, mi-numériques, bien crado. Je pense au piège à ours. Et c'est ce qui fait la sève des vendredis 13. Avec lesquels on va raccrocher par des hommages bien sentis, comme le sac de couchage qui est un gimmick de la saga, et dont je trouve on a une des meilleures itérations ici, avec notamment les plans intra-sac de couchage. Je trouve ça génial. Donc, déjà, en 20 minutes, on a une démonstration parfaitement maîtrisée de ce qu'est un vendredi 13, et même du poncif du slasher des années 80. Si bien que je pense que si vous voulez comprendre ce qu'est un slasher dans sa forme la plus basique, regardez les 20 premières minutes du remake de Vendredi 13. Il y a tout dedans sur le fond et sur la forme, le montage, la photo, les effets pratiques, les maquillages, c'est très qualitatif. Et j'aime beaucoup cette idée que le film commence vraiment après un premier film, puisqu'on a un peu cette sensation dans la saga Vendredi 13 que la vraie franchise commence à partir de l'épisode 2, et puis en fait non, de l'épisode 3 où il a enfin son masque. Donc encore une fois, très bel hommage. Bel hommage aussi parce qu'il condense très bien les épisodes 1, 2 et 3, sans pour autant faire un remake copier-coller des originaux, ce que j'apprécie, parce que ce film, il a aussi compris que Vendredi 13, c'était pas les scénarios, c'était surtout le gore, et aussi une représentation de la jeunesse contemporaine, qui a envie de voir du sang à l'écran, mais aussi de voir des jeunes comme eux baiser et se la donner entre potes, mais qu'il y ait quand même une certaine mise à distance en les rendant carrément insupportables pour qu'on ait envie de les voir mourir. Et dans le remake, ça donne des scènes très Vendredi 13, où t'as deux ados qui font une sextape au caméscope numérique, comme les jeunes le faisaient à l'époque, avec cette réplique absolument incroyable. 2 points, ouvrez les guillemets. Tu as des seins stupéfiants, avec des mamelons parfaitement centrés. Mais qui dit ça? C'est génial, qui dit ça? Et en parallèle, on raccroche à la période originale des Vendredi 13 avec un vieux penthouse des années 80 oublié dans une grange. La grange où Jason va trouver son masque de hockey. Donc le passage de relais entre les générations est parfaitement bien senti. Et dans les Vendredi 13 originaux, il y avait, l'air de rien, une certaine diversité dans les personnages. Dans Vendredi 13, on a des personnes handicapées, des personnages noirs, latinos, et je pense que c'est un peu moins sincère dans le remake, mais on a quand même un personnage noir et un personnage asiatique, alors que c'était un petit peu moins le cas dans les autres remakes de l'époque, qui étaient quand même vachement blancs pour la plupart. Cela dit, je déplore un peu le fait que dans celui-ci, on ne sexualise quasiment que les femmes, alors que dans les Vendredi 13 de base, on dénudait aussi quand même beaucoup les hommes, qui nous montraient souvent leurs fessiers, leurs beaux abdominaux et leurs psoas. J'adore les psoas. Et mon deuxième... Psoas. Les psoas. Les psoas... Qu'est-ce que c'est ? Le psoas, c'est le muscle qui soutient... en fait, il part dessous les dorsaux, je crois, et il revient sur l'avant. C'est ce qui crée le V, tu sais. Ah, c'est le V. Ouais. C'est le V. C'est le V. Et mon deuxième petit bémol... oublions un peu les psoas. Et là, c'est une question personnelle. C'est que je suis pas hyper fan du Jason de Derek Mears, qui va plutôt piocher du côté des interprétations de Harry Lehman ou de Richard Brooker dans les 3 premiers Vendredi 13, ce qui est logique, mais qui va donner un Jason un peu fade, très impassible, insensible à la douleur, pas très expressif. Alors que moi, je suis plutôt Ken Hodder, qui joue Jason dans les Vendredi 13, 7, 8, 9 et 10, et qui va donner, mine de rien, un peu plus de substance au personnage, avec des mouvements d'épaule, de tête, qui vont créer un peu plus de jeu et des effets comiques, qui, je pense, auraient été bien vus dans ce remake, qui se veut quand même être un Vendredi 13 très fun, dans la lignée du 6 ou du 8, même s'il reprend la trame des 1, 2, 3. Cela dit, c'est pas gravissime. Je trouve que c'est un excellent Vendredi 13, l'un des meilleurs de la saga. Et aussi, là, je monte en haut de la colline, je trouve que c'est l'un des plus beaux esthétiquement
qui a le mieux Clairement. vieilli. Même si les acteurs ont des coupes à la Ashton Kutcher, comme c'était à la mode, mais ça se baigne dans son époque comme les meufs avec des permanentes dans les Vendredi 13 originaux. Donc, je trouve qu'il a bien vieilli parce qu'il a un bon équilibre entre numérique et pratique dans ses effets spéciaux. Et aussi, il a une belle photo, des bons éclairages. Je pense à la scène de la grange, elle est très jolie avec cette lumière douce qui rentre dans la caméra et qui contraste avec la violence à l'écran. Donc vraiment, Daniel Pearl, donc le chef-op, il a fini sa sieste sur Massacre à tronçonneuse et il s'est réveillé pile à temps pour Vendredi 13. Oh, t'es dur. mais ma foi, c'est compréhensible. Parce qu'à mon sens, c'est plus difficile de faire un remake à un film comme Massacre à la tronçonneuse qu'à un Vendredi 13 qui, dans le fond, est fait pour ça et donne plus de place à la créativité. Totalement. Après aussi, pour moi, c'est un peu normal que le film soit plus beau dans le sens où c'est un des Vendredi 13 qui a le plus d'argent. Oui, bien sûr, évidemment. Le film, il y a 19 millions de budget, ce qui est le budget le plus haut pour la franchise. Il me semble, je crois que juste avant ça, il y avait Jason X qui avait 14 millions, ce qui est déjà beaucoup pour Jason X. C'est tout vu la gueule du film. Ouais. Mais Il est pas 19 dégueulasse, millions, Jason X. On dirait En un dehors de épisode CGI. de Stargate, quoi. Oh, ça va. Un petit ça peu, va. ouais. Ouais, Enfin, c'est un vrai. épisode de série télé. c'est que Même il, les il décors. garde le côté plastique un peu assumé dans Jason X. Oui. Alors que là, il y a quand même une volonté d'emmener l'esthétique slasher un peu plus loin, je trouve. Mm. T'as fini ton tunnel? Oui. Après, si tu veux, je peux en rajouter, hein, mais... Non. En fait, c'est top comme introduction, puisque tout ce que t'évoques, Marcus Nispel revient dessus dans son interview, et il complète ce que tu dis. Ah, Ça cool. dialogue. Notamment sur le côté de la franchise qui perdure, et pour lui, il le dit dans l'interview, mais c'est limite du folklore Vendredi 13. Oui, C'est devenu ça, c'est ça. au fur et à mesure, franchise, etc. Même du folklore scout, parce qu'il était scout, Nispel. Tout était là. Et pour moi, c'est... alors, ok, oui, il y a des éléments de remake, mais je trouve qu'il s'inscrit presque comme une suite. Vu qu'il n'y a pas de cohérence, Oui. en fait, entre les Vendredi 13. Donc, on s'en fiche. Totalement. Voilà, donc Totalement. tu peux le voir comme une suite, et c'est une suite légitime, je trouve. Complètement. Je suis d'accord avec toi sur le fait que Ken Hodder reste Jason, Ah oui, selon moi. ah oui. Il C'est était lui qui très a insufflé triste, le- d'ailleurs, de ne pas avoir été pris pour le remake. Bah, il était déjà triste de pas avoir été pris pour Freddy Oui. contre Jason. Oui, c'est vrai, ouais. Ça aurait été le bon moment pour le ramener, mais je pense qu'aussi qu'il cherchait un Jason beaucoup plus grand, encore une fois. Ouais. Il cherche des mastodontes, quoi. Pourtant, C'est un il film. est pas petit, Ouais, quand Ken même, Hodder, hein. Ah non, il est pas petit, Mm. mais Derek Mears, il est... Et badass puis aussi, tu vois. Mastock, ouais. C'est ça. Il y a une certaine dynamique, il bouge plus vite, etc. Ken Hodder, il est assez lent. Mm. Voilà. C'est un cube, Ken Hodder, en fait. Ouais. Mylène, je me souviens plus, toi, alors je sais que t'es fan de slasher, hein, mais Non. Vendredi 13. Ah, ce bon Bah, vieux sûr, hein, pas les Jackie. slashers. Mon amour. Je pense que je déteste autant Vendredi 13 que Lily il aime. Non, peut-être pas, quand même, il y en a que j'aime bien. Mais non, la première fois que j'ai vu Vendredi 13, j'étais déjà hyper fan de slasher et je me suis sentie turbo roulée. J'ai dit à un pote, viens, on va s'enchaîner les films en faisant un bingo alcoolisé, ça me paraissait parfait. Et en fait, même avec l'alcool, même avec le bingo, le film m'a lourdement fait chier. Après, j'aime beaucoup le 2, il y a des opus que j'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup le 4 aussi. Mais déjà à l'époque, pour moi, les slashers qui me plaisaient, même si j'aimais le fun, le divertissement, j'aime beaucoup quand il y a une cohérence entre les suites et quand il y a une cohérence dans les Final Girl ou les Final Boy. Et ce qui m'a vraiment saoulée dans les Vendredi 13, au-delà du fait que c'était un peu moins mon genre, c'est ce côté où ils sont pas foutus de maintenir une Final Girl ou au moins une cohérence entre deux épisodes. Et même quand ils arrivent à faire revenir un perso comme Tommy, en fait, les personnes qui jouent Tommy ne sont pas les mêmes Tommy. Et du coup, bah, vu que moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans les franchises, j'aime bien suivre des épisodes qui vont vraiment avoir un lien. C'est un truc qui m'a toujours frustrée dans Vendredi 13. Et je pense que c'est ce qui fait que j'ai pas l'affect que Lily a. Par contre, il y a encore une fois des épisodes que j'aime bien. Le 2, je trouve que Amy, c'est une super Final Girl, notamment quand elle s'habille avec les vêtements de la mère pour tromper Jason. Tommy, le fait que ça soit un enfant qui arrive comme ça à tenir tête à Jason, je trouve que ça marche aussi. Mais effectivement, le fait qu'il manque une forte Final Girl et le fait aussi que ça soit un mastodonte, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que c'était pas forcément les carrures hyper imposantes à la joueur de MMA, je sais pas comment on dit là. Enfin, je m'y connais. Catcher Quarterback. Un catcher Ouais, un catcheur, voilà.
mais justement, les tueurs qui avaient des figures de catcheurs qui marchaient le mieux sur moi, mais ceux qui avaient plus de prestance à la Freddy. Et peut-être que je suis une fausse prolo, Lily. Je suis désolée, mais c'est vrai que j'aime pas Camping, j'aime pas les tuches, et je suis pas fan de Vendredi 13. Putain, j'ai raté ma vie de prolo. Je suis désolée. Parvenu, va. Non, mais par contre, j'adore Jason X. J'adore Jason Le X. peuple aura ta peau. Je l'adore. Mais contre toute attente, du coup, donc après n'aimer que genre, je dirais 3 épisodes, donc le 2, le 4. Allez, je vais mettre le mort-vivant parce que Lily va me taper dessus sinon. Et le 8, il est quand même fun, tu vois, il est un peu con. Ah, le Non. 8, il Le est trop 8, bien. il est... High five. Ouais, C'est dur, en le plus 8. le 8, la merde, le il 8. passe dans C'est trop bien, Scream le et du 8. coup la boucle est bouclée, donc maintenant je suis obligée de l'aimer, donc c'est un peu compliqué, Ouais. enfin tu vois. Voilà, je suis trop facilement achetable. Mais contre toute attente, et ben en fait j'adore le remake. Je suis trop fan du remake. Je trouve que, comme l'a dit Lily, c'est un film qui sait de quoi il parle, qui a vraiment capté ce qu'était Vendredi 13. Et là où moi je suis saoulée, parce qu'en fait les suites sont pas foutues de capter ce qu'avait fait le film d'avant et sont pas foutues de capter ce que Jason avait déjà fait avant, comme s'ils l'avaient pas vu ou qu'ils étaient arrivés bourrés après une soirée et qu'on leur avait dit vas-y fais un Vendredi 13. C'est quoi Jackie? Bon bah allez on y va. Et bah là ce remake il sait de quoi il parle et il fait donc comme l'a dit Lily ce condensé dans la scène d'introduction où il nous dit ok là je vais vous donner à manger, restez patients, ça va bien se passer mais je vous montre dès le départ que je sais de quoi je parle, donc du coup ça va être sympa, le fun commence. Et ça c'est un truc que j'adore et puis en plus à cette époque-là c'est vrai qu'on est vraiment dans un espèce de creux bâtard pour l'horreur parce que de manière générale il y a beaucoup de remakes mais vraiment le slasher, les peu de slashers qui sortent en remake, on a Black Christmas qui est complètement pété aux manettes. Il y a Prom Night, Ah, il est nul. horrible. Enfin, déjà, les films sont moches. Et en plus, les films ne comprennent pas du tout le matériel de base qu'ils vont faire en remake. C'est vraiment des films qui n'ont rien compris, qui se contentent de mettre dans les années 2000 avec des téléphones le slasher de base. Et pour le coup, Vendredi 13, ça se sent qu'il sait vraiment de quoi il parle. Encore une fois, je suis plutôt raccord avec Lily dans le fait que le bémol, c'est vraiment le Jason. Moi aussi, je préfère Ken Hodder en Jason. Et là, j'ai l'impression que c'est un tueur de jeux vidéo. J'ai l'impression que je suis dans Dead by Daylight. Et donc, ça marche pas trop sur moi, ça. Sinon, à part ça, mais les personnages sont exécrables. Je suis très contente de voir l'acteur du coup de Supernatural qui joue aussi dans La Maison de Cire, autre remake du coup de cette époque-là. Et non, pour moi, ça fonctionne totalement. Et là où je trouve le film assez malin, c'est qu'il trompe aussi le spectateur sur ses attentes vis-à-vis de la Final Girl. Ça, c'est aussi plutôt malin parce que, en fait, dès le départ, on se dit, OK, on va s'attacher à ces personnages qui sont complètement fous, en mode, allez, le sexe dans la tente, le sac de couchage, on va prendre de la bœuf, tout ça. Et on se dit, elle, c'est la Final Girl, c'est sûr, en fait. Et dès le moment où on ne sait pas ce qu'elle est advenue, on se dit, OK, les dés sont jetés, on ne sait pas totalement où on en est. Et si t'as pas trop vu de slasher, tu peux te faire avoir. Tu peux te dire finalement, c'est la petite copine qui va devenir la final girl, c'est elle qu'on va suivre. Et ça, je trouve que c'est une dynamique cool aussi. Et c'est vraiment un peu refaire aussi ce qu'a pu faire Scream, de rendre la scène d'introduction hyper importante et finalement déjouer les enjeux, les attentes du spectateur. Donc ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc non, pour moi, c'est un grand oui. Ce remake, je l'aime vraiment. Et quitte à me refaire un Vendredi 13, je préfère 1000 fois me faire ce remake que le premier. Désolée, Lily. Non, je t'en veux pas, bébé. Tu auras Vendredi 13 en 2029, je te l'ai promis, pour le sabaton. Promis en 2029. Oh, merci, mon cœur. Le rythme du remake aide beaucoup. Si tu veux te mater un Vendredi 13 Oui. pour le fun et pour le kiff, un soir avec du popcorn et une bière, le remake est peut-être plus adapté, je pense. C'est vrai. Et puis, Jason est déjà là. Tu vois, il y a ça aussi. C'est que, en fait, comme l'a dit Lily, le 1, 2, 3, c'est vraiment la formation de Jason sur un temps long. Et du coup, là, on est vraiment sur un moment donné où Jason a déjà été formé. Sa légende, elle est déjà là. Donc, on n'a plus besoin d'attendre qu'il soit formé au fur et à mesure des opus. Même si on le voit pas dans... Enfin, il n'y a pas tous les éléments de tous les films d'avant, mais c'est un espèce de condensé de ce qu'est Jason, de manière générale. C'est ça. Et je rebondis et j'irai même plus loin. Peut-être dire un truc qui va me valoir des insultes, mais je pense que si tu veux découvrir Vendredi 13, le remake est une très bonne porte d'entrée par rapport à l'original. Moi, je suis entièrement d'accord, parce que c'est ce que j'ai voulu faire à la coloc de Mylène.
Et Mylène a décidé qu'en fait, bah non, on commence par le Alors, 1. je tiens à dire que je pense que. Aïe, Et aïe, aïe. du coup, arrivé au 9, elle nous a dit mais j'en Non, peux mais- plus moi, vous m'aviez vendu un film fun et tout Au à 9, la tu te base. dis, mais ça commence Non, mais quand, je quoi. pense que Jason Voorhees, il agit sur mon cerveau parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je ne vois pas Vendredi 13 pendant un certain temps où je me suis tapé la franchise et tout et j'arrête. Et dans ma tête, je me dis, oh, c'est un peu nul, mais c'est drôle. Allez, je les enchaîne. Et arrivé genre au 6e, je me dis, putain, mais ça s'enchaîne vraiment mal comme film, c'est horrible. Mais juste, j'oublie. Je laisse trop de temps entre les films et j'oublie et je retombe dans le piège. Bah, en fait, au niveau du rythme, hein, du montage, du découpage du film, en fait, les 3 premiers, ils sont vraiment longués, ils sont encore très dans le jus des années 80. En plus du film petit budget des années 80, moyen budget pour les suites. Du coup, c'est vrai que c'est dur à vous revoir aujourd'hui. Même si moi, j'ai une tendresse pour le 2 et Oui. le 3, hein, c'est pas le souci. Il y en a qui sont un peu plus dynamiques à partir du 6. À partir du 6, c'est un peu plus digeste, quoi. C'est souvent le 6 qui ressort dans la discussion. Mais En plus, on attend des 6, meilleurs. 7, 8, 9, on est bien. Voilà. Non, 8 et 9, ils sont à chier. Ouais, je trouve. moi, le 9, j'ai du mal. Ils sont vraiment horribles. Ah, il se réveille. ça y Ouais, est. non, mais j'ai rien dit jusque-là. Ah non, le 9, attends, Jason je dis une va en connerie. enfer. Le 9, c'est Jason le mort. Jason va en enfer. C'est quand Ah il ouais, est- non, c'est pas bien, Non, c'est ouais, pas bien nul ça. à chier. Mais au niveau de la structure du film, c'est un peu plus lisible, je trouve, aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Voilà. oui. Paradoxalement, je sais que les 3 premiers, et les originaux, même le 4 et 5, ont une audience très fidèle de fans qui les ont découverts à l'époque et qui les vénèrent et qui détestent tout ce qu'il y a après. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a- je sais pas à quel point la découverte des films lors de leur sortie influence. Mathieu, t'étais pas assez vieux pour les avoir vus à l'époque. C'est pas du tout une insulte, mais. C'est la première fois qu'on c'est là dit où que il t'es nous pas manque- assez vieux pour un truc. C'est pas une insulte. Ouais, pour une fois. Ouais, je profite. Parce que j'entends des gens vraiment trouver les derniers Vendredi 13 post-6, voire même le remake et les Jason X et tout. Bon, Jason X, je peux comprendre qu'on déteste. Mais pour eux, c'est pas Vendredi 13. Tu vois. Pour eux, les premiers, c'est les seuls slashers valables dans la franchise et basta. Et j'ai jamais compris. Pourtant, j'aimerais vraiment savoir. Mais après, parce que l'âge d'or est passé, peut-être que en fait, c'est juste des gens qui se sont lassés du slasher. Moi, je me suis juste rendu compte d'un truc, parce que je suis passée par une période difficile dans ma vie. J'ai regardé tous les SOV qui sont sortis durant la période creuse des slashers. Ça a été un grand moment et le pire moment de ma vie. Oui. Et j'ai découvert les rip-off de Vendredi 13. Et là, je me suis dit, Oui. finalement, c'était pas mal. Mais oui. Alors là, on parle de SOV, c'est autre chose. Je le dis pour les auditeurs, les SOV sont un sous-genre de cinéma d'horreur. C'est des films tournés au caméscope par des amateurs 3/4 du temps qui ont profité de l'âge d'or de l'avènement de la technologie cinématographique pour faire des films amateurs et les dupliquer en VHS et trouver des éditeurs facilement à l'époque où il y avait un boom dans les vidéoclubs. Concrètement, donc il y avait un besoin de VHS. Ça a donné naissance à des centaines, milliers de films Et à Sledgehammer. amateurs, semi-amateurs et à Sledgehammer. Voilà. Ah. Il y a des cinéastes nés de ce genre et qui ont fait des très bonnes carrières aussi. Oui. Bah oui, il a fait Mais- Aerobic Killer Oh mon après. Dieu. Il y a des désastres, voilà, exactement. Et ça a donné naissance en effet à des tonnes et des tonnes de rip-off de films connus, quoi. Mais du coup, ça m'a beaucoup fait rire parce que je me suis tapé un fou rire toute seule parce que dans Blue Lake, le rip-off de Vendredi 13, qui est très mauvais, il y a un truc avec le lac et bref, le lac a été drainé et du coup, à la fin, il faut un message en mode les effets spéciaux, c'est quelqu'un qui a drainé le lac. Bref, c'est très nul comme blague. Mais quand j'ai vu qu'il y avait presque la même scène dans le remake de Vendredi 13 que dans Blood Lake, je me suis tapé un fou rire toute seule en me disant ça serait tellement drôle si c'était un clin d'œil à Blood Lake. Je pense pas que ça soit le cas, mais ça m'a fait rire, voilà. Je voulais juste une précision pour les auditeurs qui seraient curieux d'aller chercher ce dont quoi on parlait. SOV, ça veut dire Shot on Video. On l'a pas précisé. Voilà, pour info. Merci, en effet. Dario, tu commences à te réveiller. Vendredi 13. Est-ce que tu l'avais vu avant le podcast déjà? Oui, bien sûr. J'ai eu une période où je me suis fait les franchises en mode je prends du popcorn et je les enchaîne, un peu comme tout le monde ici à mon avis, mais moi j'aime bien le remake, j'avoue. En fait, la force du remake, je vais répéter un peu ce qu'on a dit, je pense, à mon avis, mais c'est plus la façon de condenser une série, une saga de films, en fait, où vraiment, au-delà
au-delà du 1, 2, 3, le film condense presque toute la franchise si on enlève le 7 et le 9 qui sont ceux où il y a des trucs un peu surnaturels ou des choses comme ça. Parce que le film, en vrai, dans celui-ci, on sait pas trop si Jason c'est un mort-vivant ou pas, il laisse un peu planer le doute, il prend des coups, mais c'est jamais des trucs très mortels en fait. Mm. Donc on sait pas trop. Et du coup, ce film arrive à condenser 7 films. Et ce que je trouve assez fou, en fait, c'est qu'il le fait de manière très intelligente, puisqu'on a déjà parlé de cette scène d'introduction qui dure 23 minutes. Cette scène d'introduction qui, en soi, est déjà une manière de condenser la formule Vendredi 13, et vient après, du coup, à peu près 1 heure de film, puisque le film fait 1 heure et demie, où, en fait, il y a un rétro-pédalage où on revient à cette formule qu'on connaît plus ou moins, en fait, de ce qu'est Vendredi 13, où on retrouve des ados relous, des nibards, voilà, des meurtres, et puis une scène finale où Jason poursuit la Final Girl, comme on peut voir dans tous les films. Sauf que là, le film arrive à le rendre digeste, puisqu'en fait, c'est un peu ça le plus gros souci avec la saga Vendredi 13. Je trouve que c'est un peu indigeste, puisque le rythme est un peu dégueulasse. En vrai, genre, la première heure, en général, on se fait quand même vachement chier jusqu'à ce qu'il y ait la scène de poursuite avec Jason. C'est un peu ce que j'aurais à dire sur la saga en général. Et là, du coup, le film, comme lui, il a que 1 heure pour présenter ces nouveaux personnages, des meurtres au fur et à mesure et la scène de poursuite, bah, c'est hyper digeste. C'est évidemment aidé par le fait que la grammaire du cinéma et du montage est changée, donc on est déjà sur des films qui sont beaucoup plus vifs que ce qu'on pouvait faire dans les années 80, Tu euh, m'étonnes. Oui. évidemment. Mais en plus, on l'a dit, mais le film, il est beau, quoi. Genre, il est vraiment beau. Oui. C'est pas étonnant quand on voit que c'est monsieur Daniel Pearl à la photo. Puisque déjà, si on... Enfin, moi, personnellement, j'aime bien ce qu'il a fait sur Massacre à la tronçonneuse de 2003. Je l'avais dit dans l'épisode à l'époque. Mais là, tu sens qu'en fait, il s'est libéré d'un espèce de carcan où Massacre à la tronçonneuse, on attend une certaine texture d'image. Et du coup, c'est peut-être aussi ça que les gens aiment pas, c'est parce qu'il est quand même très propre, le Massacre à la tronçonneuse, pour un film Massacre à la tronçonneuse. Or là, pour un film Vendredi 13, tu peux te faire plaisir et faire un film hyper beau parce que c'est un film où, enfin, qui est censé se passer dans un lac, en fait. Le côté très idyllique de film de vacances avec des ados, Ouais, machin. Et en plus, entre-temps, il y a American Pie qui est passé et je trouve qu'on sent que ces ados-là, c'est les ados d'American Pie. C'est vraiment... totalement d'accord. on boit des shots, on Ouais, boit j'allais dans dire, des dans des chaussures. chaussures dégueulasses. C'est la pire scène du film. Et en plus, ça, je crois que c'est un truc australien, normalement. Ça s'appelle un choui. Mais bon, bref. D'ailleurs, le personnage asiatique s'appelle Chewie aussi. Donc, je pense que c'est fait exprès. Ah oui. Voilà. Petite anecdote bière. Euh, le film a vu qu'il y a la même équipe que Massacre à la tronçonneuse, c'est-à-dire Marcus Nispel et Daniel Pearl. Ils ont tenté aussi de faire leur plan iconique comme celui de Massacre à la tronçonneuse, où on voyait la caméra traverser la voiture et la tête de l'autostoppeuse dans Massacre à la tronçonneuse. Là, on sent qu'ils ont essayé de faire un plan un peu gimmick qui serait le plan qu'on va retenir du film, et c'est un peu celui que moi je retiens du film, même si on sent qu'ils sont un peu calmés, ils ont fait un truc moins élaboré, mais qui fonctionne vraiment de ouf, où c'est juste Jason qui, avec un tisonnier, en fait, traverse la tête d'un flic et on suit le tisonnier traverser la porte avec un panoramique. Enfin, c'est plus un travelling d'ailleurs, mais c'est assez ingénieux, ça réinvente pas la roue, mais ça marche vraiment hyper bien. A contrario du plan où Jason est debout sur le toit de la maison, où là, moi, le film me perd parce que j'ai l'impression que genre Jason c'est Batman en fait. Grave. Je trouve que le plan est très bien cadré, c'est très bien éclairé, c'est super joli, tout ce que tu veux, mais c'est un plan de film de super-héros en fait. C'est pas du tout un plan de film d'horreur et encore moins de slasher. Donc je trouve que le plan est vraiment hors propos, même s'il est beau. Donc c'est un plan qui m'énerve un petit peu, mais pour des raisons métatextuelles, quoi, quelque part. Euh, Bah, après, une des inspirations du Jason du film, c'est Frank Frazetta. Ça peut donner une idée derrière ce plan. Oui, oui, mais c'est juste que je vois pas, Ah, je comprends qu'après, je vois pas pourquoi il est là, voilà, même s'il y a Frank Frazetta en inspiration, quoi. fait de Laura Farming sur le toit, Oui, tranquille. c'est ça, c'est avec les termes de 2025, il fait de l'aura farming, quoi. Mais Voilà. Il a juste la classe. Il chill. et du coup, comme je le disais en intro, le côté condenser une saga de films, c'est fait de manière très maligne
Et ce que j'aime bien, c'est qu'il arrive quand même à surprendre le spectateur, puisqu'il part d'une formule qui est vraiment ressucée de Vendredi 13. Et j'ai utilisé ressucée exprès, hein, parce que Vendredi 13, c'est quand même le slasher du cul. Euh, il arrive à quand même surprendre le spectateur, puisque la Final Girl n'est pas une Final Girl, puisque en fait, elle se fait tuer pendant la séquence de chase. Ce qui est assez surprenant. J'avoue que je me souviens que la première fois que j'ai vu le film, j'étais en mode putain, mais elle va survivre, c'est sûr. Et quand elle meurt, j'étais un peu sur le cul, j'avoue. Je trouvais ça surprenant, mais après, bon, c'est logique, puisqu'en fait, c'est une histoire de famille, Vendredi 13, où dans les premiers, c'est vraiment Jason qui veut venger la mort de sa mère. Là, c'est un frère qui essaye de sauver sa sœur. Donc, il arrive à condenser ce truc-là et à repartir sur une base commune, un socle commun, qui est celui d'histoire de famille. Mais en même temps, il arrive à surprendre un peu le spectateur. Et il le rend pas chiant, ce qui est un peu le cas de la saga. Mais rassurez-vous, il y a quand même des nibards, et ça, c'est cool. Voilà. On avait peur sur Dario. Parce que les Merci, films Vendredi Dario. 13, c'est des films de nibards, en fait. Ce qu'on Des retient films de de Vendredi 13, nibards. c'est des films de Et- nibards. C'est pas des films de et cul, de mais des films de psoas. nibards. Et de psoas. Donc ma conclusion, c'était rassurez-vous, il y a des nibards. Voilà. Merci, Dario. Si Marcus il a repris le plan de Texas Chainsaw avec la caméra et tout, c'est que le seul moment où il s'est amusé dans le tournage de ce film, c'est surtout avec les kills, simplement. Je spoil un peu l'interview, comme ça vous explique un petit peu le pourquoi du comment au passage. Le seul moment où un réalisateur de slasher peut s'amuser quand il fait son film, et le seul moment où il peut en soi s'imposer sur le scénariste, c'est avec les kills. Le scénariste peut pas inventer les décors, il sait pas comment le film sera tourné, où ils vont le tourner, comment ils vont faire. Alors que là, Marcus et son équipe, ils avaient le décor en face, et c'est là où ils se sont éclatés, quoi. Par exemple, le meilleur kill du film, selon moi, c'est la meuf qui est sous le pont, qui se mange la machette à travers le pont. Mm, Elle est relevée, elle se mange le panton. le ponton, et ça monte ses seins, et elle replonge dedans parce qu'elle est morte. Enfin, c'est super comique, alors que dans le script, il y a juste marqué « Elle se noie ». Ouais. Non, parce qu'à la Ouais. base, ils avaient filmé en fait Jason qui regarde la meuf. Je crois que c'était ça, hein, le vrai truc à la base. Ils avaient filmé Jason qui regarde la meuf se noyer après être épuisé, en fait, après s'être pris Ça. le bateau. Et en fait, ça, ils C'est ont ça. dû le refilmer parce que ça passait pas, je crois. Je crois que c'est ça l'histoire. Mais c'est pas. Mais pour moi, c'est un hommage à un précédent. Parce qu'il Il y en a déjà un sous un kill, ponton, c'est comme ça sûr, il y a un dans un ponton vieux Vendredi dans un 13. vieux Vendredi 13. Ouais, où elle se prend aussi la machette dans le crâne de la même manière. Alors, En tout cas, dans Marc- l'original, Il y a pas ses il seins, la ouais. retire pas vers le haut. Voilà, il n'y a pas tout ça, mais il y a aussi ce truc de il la transperce à travers le ponton. En tout cas, Marcus explique que c'était pas ça qui était prévu de base. Ils l'ont fait vraiment en mode « Ouais, ça va être marrant ». Tu vois. Enfin bref. De ton côté, Mathieu, Vendredi 13. Et bah, moi, je vais être beaucoup plus rapide, hein. Je suis relativement d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment. Tu je es sais à quel méga point, fan. Non, je suis pas méga fan, mais je sais à quel point toi tu peux l'être et à quel point Mylène, c'est une saga qui, malgré tous les défauts qu'elle possède, peut trouver d'une certaine façon grâce à ses yeux, quoi. Moi, je l'avais déjà vu à l'époque. J'avais pas forcément d'attente au moment de mon premier visionnage, dans le sens où voilà, je connaissais déjà la saga Vendredi 13. Je trouvais que c'était une bonne idée de ressortir un petit peu ce truc-là dans cette période, comme tu l'as dit, Romain, de remake un petit peu opportuniste dans les années 2000. Le résultat, je le trouve un petit peu en demi-teinte. Je dis pas que c'est un mauvais film. Je dis pas forcément que c'est un bon film non plus. Comme tu l'as dit, Lily, c'est un film qui a parfaitement compris son matériau d'origine. Après, je trouve qu'il faut quand même doser un petit peu. De toute la vague de remakes qu'il y a pu y avoir dans les années 2000, c'est pas forcément ce film-là que je citerais en premier si je devais énumérer toutes les réussites qu'il y a pu y avoir dans cette vague. C'est pas forcément celui que je citerais en premier non plus si je devais énumérer toutes les merdes qu'on a pu avoir, mais je le trouve un peu mid. Ok, il a parfaitement compris son matériau d'origine. Ok, il y a des meurtres. Ok, il y a des nibards. Ok, il y a tout ce qui fait l'essence de Vendredi 13. Ok, il a l'intelligence en fait de résumer les 3 premiers épisodes de la saga en l'espace de quelques minutes. Mais je trouve pas pour autant que le fait de faire une introduction avec une première équipe d'adolescents qui se font trucider les uns après les autres, boum, après tu lances ton générique et tu démarres une seconde partie avec une deuxième équipe d'adolescents, je trouve pas que d'un point de vue scénaristique, ça soit une révolution absolue. De la même façon que
Dans un slasher, qui c'est la final girl, j'en ai absolument rien à foutre. Moi, je viens en T'aimes pas fait le pour fun. voir T'aimes pas des le fun. meurtres. Non, c'est pas. Non, si, j'adore le fun, mais moi, ce que je veux voir en fait, c'est du sang et des nibards en fait. Savoir c'est qui survit à la fin, je m'en cogne. Clippé, clippé. Et le Donc, truc, tu es fan de Du coup, Vendredi tu aimes 13. Vendredi forcément. 13. mais en fait, je déteste pas la saga Vendredi 13. Je la déteste pas. C'est pas une saga qui est très bonne d'un point de vue purement cinématographique, mais d'un point de vue de l'exploitation, c'est une saga qui remplit parfaitement son office. Tu sais pourquoi tu vas voir un Vendredi 13, tu sais que tu vas pas voir du grand cinéma, mais tu sais que tu viens pour du sang et des nibards. Et quand tu ressors de là, bah, tu as eu en fait à peu près ce que tu étais venu chercher, quoi. Moi, c'est exactement ce que je suis venu chercher avec ce Vendredi 13 là. J'étais curieux de voir comment Marcus Nispel allait se dépatouiller de ce remake après avoir fait celui de Massacre à la tronçonneuse. Je vais pas revenir dessus, on a fait un podcast déjà sur le sujet, on s'était bien attrapé, donc allez écouter ça si jamais vous l'avez raté. Mais toujours est-il Oh oui. que quand j'ai revu ce film, ce qui m'a frappé au revisionnage, c'est que le film démarrait comme un survival. Et ça, j'avais pas forcément capté ce truc-là quand je l'ai vu, quand je l'ai découvert la première fois. C'est qu'on a, encore une fois, des gamins qui arrivent sur un territoire qui n'est pas le leur. Il y a, comme dans tous les survival, un arrêt obligatoire dans une station-service. Il y a des rednecks un petit peu, pas agressifs, mais un peu bizarres, un peu consanguins, un peu louches, quoi. Et puis arrive le moment où tous les jeunes se retrouvent dans une maison, et là on arrive dans le slasher pur et dur. Ils vont tous crever les uns après les autres, ils sont tous insupportables, et voilà. Et je me suis dit, ah, il y avait quelque chose, il y avait matière en fait à sortir un petit peu des clous, et c'est pas aller forcément jusqu'au bout. J'applaudis en fait la tentative de faire un petit peu autre chose, mais je trouve que le film perd un petit peu en qualité au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans la maison, je commence un petit peu à m'ennuyer parce que on retombe sur quelque chose de très classique, et les meurtres, je les trouve pas forcément extrêmement inventifs. Ils sont efficaces, mais ils sont beaucoup trop rapides, exécutés de manière beaucoup trop speed en fait, pour être véritablement marquant, quoi. Il y a des bonnes idées, mais ça va jamais vraiment, suffisamment loin à mes yeux. Je trouve qu'en fait le souci principal du film, c'est qu'il manque clairement de gore. Après, je sais aussi que Marcus Nispel s'est fait pas mal emmerder sur le tournage, et qu'il y a une version uncut qui existe, et que, en toute logique, elle corrige pas mal de choses. Il y a des plans en fait qui sont un petit peu plus longs, et quelques trucs en plus qu'on voit pas forcément dans cette version-là. Mais je trouve que c'est pas le pire remake qui a pu être fait dans cette période-là. C'est pas le meilleur non plus. Dans toute la saga Vendredi 13, très clairement, c'est un des meilleurs. Mais il faut doser un petit peu. C'est pas non plus le film du siècle. C'est un film qui est agréable quand on est amateur de slasher, mais c'est un truc qui s'oublie 2 heures après, quoi. Je voulais rebondir sur un truc qu'a dit Mathieu. En fait, non, c'est pas surprenant qu'il y a des éléments de survival dans ce remake, parce qu'il y en a déjà dans les Vendredi 13 originaux. C'est même des films qui font un peu le pont entre le genre du survival et du slasher. Oui, D'ailleurs, le fait que ça soit un Non, camp de les vacances. codes. T'as vu Non, la table ronde du t'as Sabaton les... Tu vois les codes... Mais bien sûr, j'y étais. Oui, parce que je l'ai dit à la table ronde du Sarbaton, je disais que dans les Vendredi 13, tu as beaucoup de codes du survival. La voiture qui démarre pas, les arrêts à la station essence, les autochtones qui te préviennent qu'il y a quelque chose à Crystal Lake, qu'il faut pas y aller. C'est déjà dans la saga originale. Donc pour moi, c'est pas une prise de risque de remake. C'est au contraire Oui, un parce qu'à hommage ce à la moment-là, saga c'est vraiment originale. l'évolution du slasher. Ouais, en C'est dans la 80-80, du coup, c'est en fait le survival et le slasher, ils s'imbriquent tous les deux, puisque le slasher de forêt devient un sous-genre du slasher. Et il prend forcément par incidence des C'est ça. codes du survival, donc pour le coup, c'est pas déconnant. Alors après, moi j'ai une question. Pourquoi est-ce que Jason tue un redneck? Parce qu'il tue tous ceux qui croisent. Alors Pourquoi après, ça c'est... Parce Pour que récupérer Oui. son masque. Bah, après, tu sais, bon déjà, faut pas trop compter sur la cohérence dans les Vendredi 13, mais en fait, lui, il protège son territoire à lui quand même, qui est Crystal Lake. Tu vois, donc... ouais, mais son territoire, c'est Crystal Lake. Or, là, en fait, il va chez un redneck, en fait. Donc, Mais c'est parce même qu'il pas a- son Mais territoire, lui. Parce qu'il a pris la c'est dans weed. le 3. Parce qu'il a C'est pris dans la le weed. 3. Et oui, et Ah, il a Crystal pris Lake. la... Il a pris la weed. C'est Et pour c'est ça, dans je pense. et c'est dans le 3 aussi. Parce que, attention, on a dit que les Vendredi 13 faisaient le pont entre le survival Oui, et le ça slasher. reprend On n'a pas tout, dit hein, que il y a c'était des vraiment- survival. Mais ça fait Ça- que Ah non, des fois, clairement pas, non. on a Voilà. tendance à confondre les deux, parce que heureusement. vraiment, à ce moment-là, vraiment en 81, tu as des films très similaires qui sortent, et certains qui sont des purs survival et d'autres des purs slashers, et pourtant, ils ont des codes qui sont très similaires, donc c'est Mm. assez compliqué. Mais d'où ma déception, en fait, de voir que le film démarrait comme un survival, et qu'en fait, non, il retombe exactement sur ce qui a été fait 30 ans en arrière, avec un début survival, et
et puis on bifurque très rapidement dans le slasher pur et dur, quoi. J'aurais trouvé ça plus courageux si, en fait, on n'était pas dans ce truc-là de bien faire, en fait, son petit cahier de vacances et de respecter scrupuleusement ce qui a été fait avant. Alors oui, ça fait plaisir aux fans parce que tu retrouves, en fait, tout ce que tu es en droit d'attendre d'un Vendredi 13. Mais moi, qui n'ai pas forcément d'affect, plus, poussé que ça pour la saga de base, j'aurais aimé un petit peu plus d'originalité. Or là, ce que j'ai eu, c'est un truc de bon élève. Il me fallait un petit peu plus que ça. Je trouve qu'en l'état, c'est assez léger, quoi. Enfin, une paire de seins extraordinaires et 2-3 meurtres, légèrement sanglants, ça suffit pas plus, enfin, il fallait un petit peu Le plus. souci, le souci, c'est que c'est pas le film de Marcus Nispel, il n'avait pas carte blanche. C'est le film d'une multitude de producteurs qui avaient une idée précise de ce que devait être le film. C'est pas l'époque de la Et prise ça, de c'est le risque. problème. C'est contrairement au remake de Texas Chainsaw, en plus, c'est ça. Comparé au remake de Texas Chainsaw où il avait carte blanche, d'ailleurs c'est pour ça que les deux films entre l'original et le remake sont très différents. Là il y a quand même une vraie prise de risque quoi. C'est ça que Vendredi 13 colle vraiment à la franchise, c'est que les producteurs là pour le coup avaient une idée précise de ce que ça devait être et étaient hyper frileux sur chaque choix un peu différent par rapport aux anciens. Déjà Jason qui court, c'est pas super bien passé. Alors que déjà Jason il court un peu dans les premiers. Faut pas oublier ça, c'est un truc qu'on oublie vite. Mm. Alors qu'il marche vite, il bouge beaucoup plus que dans les V13 où il est mort-vivant. Oui, Mais mais un parce truc de qu'il est fou. mort-vivant, justement. Voilà, Mm. c'est ça. Et du coup, nous, on connaît Jason comme un mec qui marche, alors qu'en vrai, il bouge rapidement dans les premiers. Et le pire truc, je crois, c'est que la fin originale de la version qui est écrite dans la version Uncut, c'est la version où le masque de Jason tombe et on voit son visage quand il se fait déchiqueter là. Dans le montage cinéma, on voit pas son visage. Il se fait déchiqueter et il crève. La scène filmée par Marcus et qu'il voulait mettre dans le film, c'est la scène où on voit son visage parce qu'il voulait montrer un côté pathétique de Jason. Il voulait montrer que c'est une victime aussi et que c'est juste un fou, quoi. Voilà. Pour lui, c'est le film de Jason et il fallait quand même l'humaniser légèrement, un petit peu à la fin. Il s'est passé qu'ils ont passé un teaser au Comic Con de New York ou de San Diego, je sais plus, en avant-première. Et les fans ont apparemment menacé un petit peu en mode si vous montrez le visage de Jason, c'est un film de merde et tout, tu sais, le classique réaction des fans sur Twitter, mais à l'époque en live au Comic Con. Et les producteurs les ont pris au sérieux. Donc ils sont venus casser les couilles à Marcus Nispel pour lui dire cette fin ça marchera pas, faut qu'on l'enlève, vite, tu vois. C'est l'époque où en fait les studios commencent à écouter un peu trop les fans. Et ont commencé à donner trop d'importance à leur avis. Ce qui est la pire chose à faire pour une franchise, souvent. C'est quand on arrive là, c'est que c'est fini, quoi. Star Wars. Mais voilà. Et il est Ça peut sorti la expliquer- même ça peut année expliquer certaines choses. que le Halloween 2 de Rob Zombie où Michael ne porte pas son masque. Donc c'est marrant que Les deux. c'est marrant le. Ouais. Le contraste, c'est ça. ouais. Ouais. Mais c'est pas le même studio. C'est pas le même studio. Oui, mais c'est que c'est Michael pas- Bay. C'est deux, et ouais. c'est Et c'est deux pas le façons même de faire style de opposées, prod. quoi. Oui, c'est ça. Et je pense qu'en fait, tout simplement, les gens attendaient beaucoup plus Vendredi 13 au tournant que Halloween. Oui, et parce que, comme on le disait au début, c'est une franchise ultra populaire, très popcorn. Mm. Donc les Oui. gens ont des attentes très calibrées sur un Vendredi 13, quoi. Ils veulent Et leur c'était cahier le des charges. retour. Même C'était si... le retour. Oui, La promesse d'un Vendredi 13 classique, tu vois. Pas dans l'espace, pas un virus bizarre Jason qui passe de bouche en bouche dans Trop de la un merde, enfer. c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la C'est merde. Logi qui revient, tu vois. Donc il y avait quand même une promesse là-dedans. Je peux Oui. comprendre qu'il y a un peu de flip. mais soit dit en passant, je trouverais ça sympa d'avoir un survival avec un antagoniste comme Jason Voorhees. Totalement. Grave. Je trouve que ça, ce que Mathieu aurait aimé est pas déconnant non plus. Ça pourrait être cool. Ah oui, totalement. Après, d'accord. pour que ça fonctionne, je suis en train de penser qu'un survival, c'est généralement c'est pas un antagoniste, c'est des antagonistes. Mm. Généralement, c'est Oui. une famille ou une fratrie. C'est ça. Or là, ce qu'il faudrait, c'est pas juste Jason, c'est la famille Voorhees en fait. Il faudrait la mère, il faudrait Ah ouais. Des des personnages Ouais, supplémentaires. Un mini Jason. Un petit Jason, un tout petit. Avec un tout petit couteau, tu sais. Attention. Oh, un bébé Jackie. Ouais, c'est ça. Et toi, Romain? Bah oui, moi je l'aime bien le remake, hein, je l'ai déjà dit plein de fois. C'est une franchise avec laquelle j'ai vraiment du mal et pourtant je fais des efforts, sachez-le. Je lui ai donné beaucoup de chance à cette franchise et j'en reviens quand même au même constat à chaque fois, c'est que c'est quand même des slashers très chiants. Voilà, c'est slash chiant. C'est comme ça que moi j'appelle cette franchise. Les 5 premiers, c'est mes somnifères préférés, je n'y arrive vraiment pas. J'ai envie d'aimer. J'adore ce que représente Jason, je comprends totalement ce que vaut la franchise dans l'histoire du cinéma d'horreur.
J'adore les gens qui ont bossé dessus. Tom Savini, quand même. Il y a des kills géniaux. C'est pas si mal foutu pour des films qui n'ont pas beaucoup d'argent en plus. Enfin, il y a quand même quelque chose. Juste, on s'ennuie à crever, quoi. Ça, c'est vraiment le problème des originaux, selon moi. J'y arrive pas. Voilà, désolé les gars. Et je trouve que la franchise surperforme quand elle devient débile. Quand il y a ce petit côté, bon les gars, c'est le 7ème film, là, faut qu'on fasse un truc. Ah mais Qu'il y a un moi, mec qui s'est dit, celui-là, mais j'ai envie de une crever dans le qu'est-ce qui lac. manque à la franchise. Moi, j'aime Tu bien. l'aimes bien? Ah mais oui, Et c'est on vrai que bien tu le l'aimes bien, toi. Oh, putain, non, moi, j'en je l'aime peux bien, plus, moi. celui-là. Non, mais il y a des bons kills dedans. Il y Ah a, ouais, il y a un éclatage de Oh, crâne avec des putain, yeux non, qui sortent non. des orbites, j'aime bien. Moi, j'aime bien le 7. Et le Jason Takes Manhattan me fait un peu rire pendant les 15 minutes où il est à Manhattan aussi. Enfin, il y a toujours des trucs marrants en ce moment-là parce que c'est bon, c'est la période où le slasher est en train de crever. Donc ils se sont dit, bah, on va devenir un peu goofy, on n'a plus rien à foutre. On y va. Le meilleur du lot, selon moi, c'est Jason 6. Jason le mort-vivant, Oui. qui est vraiment Oui. le classique du lot, le mieux réalisé, celui qui se tient le mieux, avec un vrai protagoniste aussi, Tommy Jarvis. Enfin, celui-là, parfait. Le remake, je trouve que c'est dans le haut du panier des remakes de l'époque. C'est pas compliqué parce qu'il y avait quand même énormément de merde à ce moment-là. Faut pas s'en cacher. Hein. The Fog, Freddy. Oh putain, oui, c'est le Freddy, pire, c'est je pense, compliqué, dans ouais. le lot. Ouais. Euh, Elle est pas bien. et Vendredi 13 arrive en fin de vague. C'est marrant parce que Marcus inaugure la vague et il affirme pas, mais il arrive aussi un peu à la fin. Pour moi, la fin, ce sera Evil Dead de Fede Alvarez, qui arrive vraiment tard, 2013. Et il s'en sort vraiment, je trouve, plutôt bien. Comme on l'a dit, je vais pas redire tout ce que vous avez dit, mais condenser tout pour en faire un film d'1h30, parfait les gars. N'en dites pas plus. C'est super con, c'est super gore. Super gore. Ah, c'est quand même Pour, trash. c'est pour quand ce même type assez de gore, prod, c'est moi, je me assez gore, souviens, la première Mathieu- fois que je l'ai vu, alors oui, il faut savoir que c'est très particulier pour moi, ce vendredi 13, c'est le Oh. premier slasher que j'ai vu de toute ma vie. Oui, moi, ça arrive très tard, vu que comme j'avais pas le droit de regarder des films d'horreur quand j'étais plus jeune. Voyez Comme ce que t'as ça 21 fait, ans, les en parents, quand vous 2009. empêchez à Ouais. vos enfants de regarder des films d'horreur, ça donne une Lily. Non, mais après, j'avais vu plus des films plus fantastiques, tu vois. Pas vraiment du slasher. Et la première fois que j'ai vu Vendredi 13, mais j'ai trouvé ça super choquant. Le remake. T'avais quel âge? Dans ma tête de quelqu'un qui a jamais vu de slasher, qui a jamais vu de film gore. Ah, j'étais déjà grande. Hein. Ah oui, Bah, c'est vrai. déjà, il est sorti en 2009. Donc, ouais. Donc, vraiment, c'est que ça m'a fait c'est que il est graphique pour ce que c'est. Pour ce que Est-ce que c'est. tu te souviens d'un Oui. truc qui t'avait choqué en particulier dans ce film ou pas? Le sac de couchage. Le sac de couchage. Bah oui. Je vais trouver ça, mais je me suis dit, mais C'est qui sadique. sont les fous qui ont inventé cette scène? C'est génial, je veux voir tous leurs films. Mm. Pareil sur le sexe aussi. Les slashers, elle est pas aussi loin dans le cul, complètement what the fuck à l'époque. Et là, il y a Ah, quand même les 2-3 putains, séquences de ouais. cul, dont une que tu as évoquée avec des dialogues complètement fous. J'ai vu. Mm. Et moi, je me souviens quand j'étais ado, je l'ai vu, j'étais en mode oula, oula, faut pas que ma mère tape à la porte, tu vois. Genre, c'est trop Parce Marcus, que arrête. les enfin. films d'horreur, ça va, mais les films de cul, non. Hein. Non, c'est ça quand même, c'est une famille chrétienne ici. Mais voilà, moi je l'aime bien ce film, je trouve que c'est un... En effet, c'est quasiment plus une suite, requel, legacy quel, ce que vous voulez, je m'en fous. Mais ça peut même pas être considéré comme un remake, tellement on voit pas, au final, les flashbacks ou ce qui se passe avant. Il y a même pas vraiment de redite de l'histoire de Jason. On est plus sur un mythe qui se Bah, t'as transmet. le flashback du Mm. début Petit à petit. avec Pamela, mais c'est vrai que Oui, par oui. ça... Histoire quand 2, même, quoi. Mais c'est plus, tu vois, genre pour te remettre dans le bain qu'une vraie redite, je trouve. Oui, mais tu vois, ça c'est plutôt malin parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris ce qu'était devenu Jason entre la noyade et son retour. Ça, c'est souvent un sujet qui revient où les gens me disent mais il était mort, il était pas mort, qu'est-ce qui se passe et tout. Là, c'est quand même bien de faire un petit flashback comme ça pour remettre un peu l'histoire. Et en plus, Mm. il utilise cette machette-là pendant tout le film. La machette qui a servi à décapiter sa mère. Ouais. Pas C'est mal. vrai, c'est vrai. Enfin voilà. Moi j'aime bien ce remake. C'est un film sympatoche. Dans le lot du panier de la franchise, je le mets en dessous de Jason 6. Et de Oui, Jason X, quand évidemment. même. Jason X reste quand même le chef-d'œuvre du lot. Ouais, mais Jason X, c'est quand même plus pour des initiés. Je trouve que celui-ci, tu peux Oui. le montrer à peu près à n'importe qui. C'est Alors que vrai. Jason Bien X, sûr, tout le là, monde peut pas Non, mais- apprécier Jason X, je pense. Là, je trollais, mais bien sûr, mais il n'y a que les gens qui ont un goût raffiné qui peuvent. Il y a les sacs de apprécier Jason couchage X. en Faut Jason avoir un X. certain palais. Voilà. Voilà.
Les gens qui Tu- aiment tu vas pas, la coriandre et. C'est ça. et les c'est pâtes génétiquement. Du McDo, t'arrives au gastro, D'accord. forcément, tu te fais chier, quoi. C'est normal. Donc, non, voilà. Mais. Et ma plus grande déception, c'est qu'au final, le film a rapporté beaucoup d'argent et j'étais sûr qu'il y aurait des suites, quoi. Parce que là, il pose Ouais. quand même une base pour qu'ils reviennent. Tu vois. Et ça aurait pu relancer une franchise. C'est vrai qu'on Tous en les a pas eu remakes depuis. de ouais. l'époque. Ouais, et je trouve Mais c'est ça fou parce si que triste. Mais je crois que c'est de une tous les histoire de remakes de droit. l'époque, il n'y en a aucun qui ont vraiment balancé une franchise. Oui, il y a des trucs pendant des années. Je tapais sur internet suite de Ouais. tel film en mode frustration totale. En fait, c'était des trucs, c'était des one shot quoi. Enfin, ils s'en foutaient. Et Ouais. après, vu qu'ils savaient pas quoi en faire de ça, il n'y a pas eu de suite quoi. C'est ça. Bah, Alors après, il y a eu les soucis oui, c'est de vrai, droit la avec série, là. Vendredi 13. oui, parce C'est comme des que gros soucis de droit. oui, parce que les droits sont éparpillés en fait entre les épisodes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ils sont Oui, c'est encore actuellement la sur Paramount, ouais. donc j'imagine que c'est la Paramount qui les a. Et après 7, 8, 9, 10. Bah, il y a c'est la New encore Line à un moment plein d'autres donné. boîtes. C'est ça. Je crois qu'il y en a 2 à la New Line, il y en a d'autres chez MGM. Enfin voilà, c'est compliqué. Les droits, ils sont très Et non, éparpillés sur et cette ce qui saga. bloque tout, c'est Sean Cunningham qui est revenu pour reprendre sa création aussi. Bien sûr. C'est ça le souci, c'est que lui et d'autres créateurs se battent sur à qui appartient la franchise. C'est ça qui fait qu'on n'a pas eu de Vendredi 13 depuis des années, et qui fait que là, ça commence à se résoudre et qu'on a une série télé qui arrive bientôt chez A24. Qu'est-ce que ça fait là? Je sais pas. D'ailleurs, Oui. petite news, en fait, j'ai lu tout à l'heure que le tournage était terminé. Donc ça y est, Ça y est. si c'est bon, c'est officiel, Mais on va l'avoir. Il y a des photos de tournage qui Je suis sont sorties curieuse. et qui sont plutôt pas mal. Hein. Mais on est Mhm. d'accord Ça que a la la gueule série, de- il y a Il est pas enfant. Jason dedans. C'est pas ça? Normalement. Si. Alors, si, 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 apparemment, ce sera centré sur la mère de Jason, donc sur Pamela Voorhees, et ce D'accord. sera plus du coup un préquel. Apparemment. Mais du coup, si on voit Jason, ce C'est ce sera qu'ils avaient l'air de Jason dire, petit. ouais. Ce sera Ce bébé pas, Jason, ouais. Voilà, c'est ça. Après, ça oui. paraît Quand pas je fais déconnant Jason, que c'est pas ça Jason soit le un tueur, préquel c'est pour parce ça que que- si c'est, par exemple, si les Mm. droits ont posé autant de soucis que pour Chucky, le remake reboot à l'époque, ils avaient le droit de prendre Chucky, mais fallait changer son visuel et son origin story. C'est pour ça que c'était devenu une intelligence artificielle et plus du vaudou et que c'était un buddy et pas un good guy. Donc ça se trouve, c'est pour ça que du coup, on est sur Pamela, pas sur le Jason comme il est fait aujourd'hui, parce qu'ils ont dealé ça en termes de droits, quoi. Et la série s'appelle Crystal Lake et ça arrive en 2026. Sur Voilà. Peacock. Exactement. Et depuis, on a quand même eu aussi Never Ah, c'est Hike trop Alone bien, sur YouTube. c'est trop, Je sais pas trop si bien, vous les ça. aviez vus ou pas, C'est mais grave c'est cool. bien ça. C'est des grave fan cool. Ça, c'est films, très cool. courts-métrages de. Et Il y c'est en un a peu des plusieurs, on héritiers, est je pense, d'accord, de hein, il y ce en a pas film-là, qu'un, moi. hein, Le si je dis pas de- Jason. Ouais, j'en ai vu Il y en a- 3, il me semble. il y en a- 3, j'en je ai vu dirais. deux. Il y en a 3, Ouais. je crois. Ah, il y en a Il y en a 3. trois. J'en ai loupé un. Mm. Ouais. Et ils font revenir le Tommy Jarvis du 6, le même acteur. du coup. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. C'était pas mal c'est ça. marrant. Never Ouais, Hike Alone, c'était vraiment Never cool, Hike ça. in the Snow, je crois, c'est ça le 2. C'est ça. Puis voir c'était sympa. Jason sous la neige, c'était vraiment un visuel sympa. J'avais bien aimé. Oui. Enfin voilà, je crois qu'on a fait le tour. On va passer à l'interview de Marcus Nispel. Comme je l'ai dit en introduction, c'est en VO parce que le micro de Thibaut, notre VF habituel, a lâché vraiment quelques minutes avant d'enregistrer la VF. Je suis témoin. Il se connecte, il fait « Allez, on y va ». Sa voix avait un aspect un peu métallique et je fais « Ah, Thibaut, vérifie ta connexion de micro ». Il me fait « Ok ». Et j'entends un gros « Bzz » et plus de Thibaut. Et je reçois juste un message avec écrit « Mon micro m'a lâché ». Voilà. Oh, Courage, RIP, le temps- Thibaut. Le temps qu'ils reçoivent un nouveau micro, du coup, on peut pas faire la VF. On est désolé, elle est traduite, l'interview. Ça va sortir, on vous la laisse en VO, vous allez voir, c'est un peu marrant parce que Marcus, il est toujours très enjoué, toujours très content d'être là. Il fait tente partie de l'équipe, hein, prononcer en maintenant. plus. D'ailleurs, C'est ça. Le Cardadi de l'équipe, pour certains. Et il tente à la fin de l'interview de prononcer le titre de ses films en français, c'est très marrant. Et voilà, c'était un plaisir de le revoir une deuxième fois. Peut-être qu'il reviendra, puisque de toute façon, lui, je lui envoie un message et quoi qu'il arrive, il Oui, spawn voilà, à chaque c'est fois. plutôt c'est ça. plus lui qui t'envoie un message pour dire bah demain on enregistre Jumpscare. Ah, d'accord. Bah, C'est vrai que c'est un peu ça. c'est plus ça. Pour la vanne, pour les auditeurs, j'avais dit dans le groupe de Jumpscare, j'envoie un message à Marcus Nispel pour faire l'interview de Vendredi 13. Du coup, préparez-vous à l'interviewer dans 1 heure pour la vanne. Parce que lui, il est toujours très direct, il débarque tout le temps, Marcus Nispel. Et c'est exactement plus ou moins ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dans la journée, je l'interviewais. Voilà. Et puis voilà, on vous laisse avec ça. On se dit à la semaine prochaine avec le très gros Enfin morceau. Le fameux Scream. Voilà. On sait pas encore combien de temps ça va durer. Ça va être un long épisode pour Halloween qu'on vous réserve.
peut-être avec des surprises dedans, on sait pas, mystère, on verra. D'ici là, regardez Scream, Bisous. révisez un peu le film et portez-vous bien. Des bisous. Des bisous. Bisous. Ciao, ciao. Bonne nuit. Alors, allons-y. On va commencer par le début. Est-ce que tu peux nous parler des origines du projet et de comment tu t'es retrouvé impliqué dans ce film? I directed the Texas Chainsaw Massacre. It was a big success. Then I did Pathfinder because I wanted to do something more original that wasn't horror, that wasn't a remake, and that was not a good success. So I called them up like a beaten dog, and I said, "Help me to redeem myself." And they built me Friday the 13th. Funny enough, I was thinking of Friday the 13th, and they said, "Guess what? We already have it in development." And they were going straight into a writer strike, which is a problem if you develop a movie. So they said, well, we have a draft, but here's the deal. If Michael Bay loves it, if you love it, if the investors love it, if the studio loves it, and if the actors love it, we make this movie. If not, we can't make it because of the strike. And miraculously, everybody liked it. So that's how it happened. C'est quoi ton rapport avec le slasher de base? Est-ce que c'est un genre que tu aimes? Well, yes. For many reasons, I wouldn't know where to start. I mean, first, it was a great success experience for me and somewhat encouraging to have had dumb luck or beginner's luck, as they say, with Texas Chainsaw Massacre. But I love, as somebody has made commercials and music videos for most of my life up to this point, I never saw my audience. So to see them respond so loudly, like they're watching a live sporting event, right? Yeah. You get that feedback, and it's highly addictive. I don't think people respond like that to Legends of the Fall or movies like that. There's got to be a certain brand of movie, right? It's also a rite of passage for young people, and it was that for me. And I watched these movies at my rites of passage, and since I make movies for the 16-year-old in me, I gladly accept. And I love to work with young actors because this is a medium for young actors. They're still very excited. They're not jaded. And it's kind of like really going to camp again. I'm an old Boy Scout, so it was a shoe-in. Et est-ce que tu t'es inspiré d'autres films que Vendredi 13? C'était quoi tes références pour celui-ci? Good question. I don't think I had references. I'm stuck in the 70s, so 80s material is a little bit odd to me. It was very important to the producers that I'm faithful to the 80s vibe, which is it's not as sexy to me as the 70s. And so if anything, I had almost a natural desire with the with the clothing, with the styling, and with the look of the tents of the backpacks, anything to be more on the 70s side. I remember actually I had one of those French backpacks because I love that timeless look. And I got to practice that in Texas Chainsaw Massacre, and they just like slapped me on the hands and I had to obey. So probably for good reasons, you know. So yeah, no, there was no real reference. I just know what made me fall in love with it were the first 20 pages, because it establishes the 5 kids, right? That usually those movies start with. Yeah, and after 20 minutes, they're all dead. I go like, Yeah. this is great. I mean, I didn't see that coming. You know, you think one of them will die, and then the, but it was always the black guy dies first, and then the wise ass, and then right. But they threw that whole rule book out of the window, and everybody was dead. So that was a good reason to do it. No, I think also as somebody who makes films, at that point I felt secure enough not to be such a slave to my references and my swipe and other movies. You know, I really just wanted to do what I enjoyed the most in doing Texas Chainsaw Massacre, which is taking the lead of the cast.
because they bring so much to the party. And I didn't want to puppeteer them. And I just wanted to create an environment where they could just chime off each other. C'est aussi un film qui condense, d'une certaine façon, les 3 premiers films de la saga. Pourquoi ce choix? As I said, the script was dealt to me, and do you like it or not? And it wasn't that I was desperate to do it, and that I would have embraced everything. Shannon Swift did an amazing job. You see, the writers are the original fans. Nobody's a greater fan than the writers. I'm the tourist here, right? I mean, I've seen it, and I was a Boy Scout when I saw it, and we told each other Jason stories at the campfire before we even were allowed to see it because we were too young, somewhat. No, I wasn't too young. I remember I just got a subscription for my first movie magazine, and Friday the 13th poster was in it. So it coincided with all that. But it was like good Boy Scout lore. And then I saw the trailer, and the trailer was fantastic. You know, I used to make trailers. I worked for a trailer company, and this is one of the best trailers I've ever seen because the movie had 13 kills, Friday the 13th, the first one, right? And the trailer was just 1, 2, 3, 4. You know, if you see all the kills just for a few seconds, 13, Friday the 13th. Coming soon to a theater near you. This is good, you know? This was a great trailer. So I don't think I answered your question, though. Well, the writers chose that, and I liked it because it was the 13th one, right? So it's a good time to look back and do sort of a Reader's Digest version of all of them. And obviously, the big thing is in the first one, there was no Jason with the hockey mask that came in the second one, right? And for a while he had that bag over his head. And so he evolved as a character, and we got to do that all in fast forward in one movie, in a sense. I enjoyed that. Sort of an amalgamation. And they did a great job with that. They did Freddy versus Jason. Those are the same writers, so they know their material. And what I learned from them is in particular of them, is they kept on referring to Jason as their anti-hero. They didn't refer to him as a villain. They respected him as such. The guy was wronged. He was their guy. And, you know, the kids are essentially the kill list, right? And I realized the compassion towards the villain is the essence of those movies. Shannon Swift really taught me that like nobody else. You know, sometimes people look at us and say like, oh my God, what a fucking dumb genre, what a fucking dumb movie. You know, they're all like idiots. Yeah, for good reason, because it is not their movie. It's a villain's movie. And if we would really care for them, if they're so close to our heart, like our children, like our brothers and friends, it would be so depressing to watch. The whole gag is that you enjoy the kills. Ton Jason est joué par Derek Mears dans ce remake, qui est un mec hyper grand, il est même plus grand que toi, je crois. Et dans ce film, en plus de ça, il est très rapide. Pourquoi avoir fait le choix dans le Jason qui court? That is the question I get the most. Obviously. Well, first of all, let me tell you about Derek. He was referred to us. I think Scott Stoddard, who did the visual, did the mask and the special effects, makeup effects, brought him to my attention. Or I heard from him earlier because VFX guys love him, or special makeup effects guys love him because he's the nicest guy and he doesn't complain once. Being in the trailer for 6 hours before we even wake up, and then hours of getting the makeup taken off, and not complaining when he's in the blazing heat in Texas, right, with that mask and that whole outfit, and always keeping a great disposition. So for that reason alone, he was a great choice. Now, having said that, the guy in his leisure does cage fighting. In fact,
in his contract, I think it was that he was not allowed to, because God forbid he gets hurt. And I think he snuck out and did it anyway. You didn't hear it here. So amazing guy. And he, the word from the producers was, well, let's go for the biggest guy. Let's go for the tallest guy. And he had more to him. And I knew it when we did the fitting. And I gave him the machete and I gave him the outfit. And he does this, looks into the mirror behind him, and he does this twist, and he holds the machete and he pushes his legs through a little bit. And I'm looking at the pose he's striking, and I say, Frank Frazetta. He says, what do you mean? I said, you're doing Frank Frazetta. It's a Frazetta pose, because they're always uncoiling somehow, right? And he says, yeah, absolutely. He says, it's one of my favorite artists. I said, I knew it immediately when you did that. And I knew we would get along. Because, you see, to just put that on him and put him in the bright daylight, that outfit, I have to say, those guys tend to look like postal workers, with a hockey mask. And when I saw that dynamic he brought to it, this sort of like repressed psyche, but a hunter ready to uncoil, ready to explode in your face, right? Yeah. Christopher Schei, conceptual artist, he kept on saying, because Christopher is a guy, he's living in Michigan, and he goes hunting barefoot with bow and arrow for deer to level the playing field, right? Because he's a hunter. He thinks like a hunter. That's how he survived, right? So that informed our thinking about him, and then obviously when he started to decimate the first group, to do that all in that fast amount of time, right? Because it happens in a heartbeat. We went like, he's going to run, In fact, I didn't think of it as being anything bad. Quite frankly, I thought I found great improvement to the character. And then later I got like hate mail and suicide, kill notes or whatever. People hated on me for having. Really? Yeah. It was a big faux pas, apparently. But I think they got used to it real fast. And there's always a new generation that embraces new ideas, and they're endlessly talking, which one is the better Jason. I never thought of it this way. To me, he evolved. And the way he evolved, we actually showed in the movie, from the original kid to the one with the pillow sheet to the one with the mask, and backtracked that and added this whole layer of him. Tu as retravaillé avec Daniel Pearl sur ce film, qui est un ami et partenaire de longue date à toi, qui était déjà aussi directeur photo sur ton Massacre à la tronçonneuse et sur le Texas Chainsaw original aussi. Comment est-ce que vous avez travaillé l'esthétique du film? We didn't. You see, the thing with Daniel is we know each other so well. It's almost like a married couple. And I don't have to tell him anymore what I want. He knows I like soft edge light. I like backlighting, the British school that people like Ridley Scott or Alan Parker or Adrian Lyne, sort of Tony Scott pioneered largely. And, peers, in a sense, as we all started in art school, wound up doing commercials and advertising, and ended up in America doing American genre movies, but always with the unwritten rule of reinventing it a little bit, of bringing our own style to it in a way. And so he knew the photographic style I was after. The look wrote itself, because on this movie, more than any other movies I've done, and maybe because of the success of Texas Chainsaw, there were lots of voices, of what it should be and what the expectations are. It wasn't like Texas Chainsaw Massacre, where I pretty much had like almost free reign. Here, there were very, very clear expectations, rights holders, and so on. I mean, look, there hasn't been another Friday the 13th movie ever since, and it's not because it didn't perform well. It performed extremely well. It is because of rights situations, entanglements. Who owns a franchise? The guy who came up
with the mom being the killer, or the guy who came up with the hockey mask, the guy who came up with the title, or the guy who decided the guy will never run, or whatever. They're clear. They're very clear delineations of who owns what, and everybody feels that they're owning the bigger part. So, all these crypt keepers, in a way, are now your bosses. So you're a dog of many, many leashes. I'm not new to that. I do that in commercials all the time. But it's a tough way to endure a marathon. Oui, et je me souviens qu'à la Comic-Con de Paris, tu m'avais dit que Vendredi 13 avait été un tournage encore plus difficile pour toi que Texas Chainsaw. Emotionally, Yeah. I mean, emotionally it was hard. I didn't feel that I could put my thumbprints on in the way I normally would have. You see, when I did Texas Chainsaw Massacre, I'm a weird guy. I can see poetry in violence, and I can see a song in darkness, right? And atmosphere. I just watched Sorcerer, William Friedkin's Sorcerer again the other day. And I often watch it before I start a movie to remind myself why I make a movie. It's poetic, it's atmospheric, and rightfully the producers went, well, we don't want to do the same thing again. It's not supposed to look like a partner piece, right, Obviously. to the original. So leave your style at home and deliver on this sort of slightly campy 80s look, right? They were probably right, in that assessment. So in a way, the style was an amalgamation of what a big group wanted it to be, and I'm once I'm with it, I'm good at nailing it. But that's not why I make movies. That's why I make commercials, and they pay me a hell of a lot more. Obviously. If I want to second guess people, I'm really good at second guessing. I made a fantastic career out of it, to such extent that making movies is kind of an expensive hobby. Et avec tout ça sur tes épaules, est-ce que tu as aujourd'hui l'impression d'avoir fait le film que tu voulais? Ou alors tu n'es pas satisfait du tout du résultat? You never feel that you made the movie you wanted. I wonder if David Fincher does, because he tries really hard to, do his vision, and he probably comes pretty damn close, but he's probably more dissatisfied with the end result than all of Yeah. us. So The more you put yourself into it, the more discriminating you get, of how you want it, and it becomes an obsession. I don't have that. I'm pretty good at letting that go and going with the flow. What I don't like is if the flow gets interrupted by interference. That goes against my religion, right? Because I feel like raising a child, at least the movies that I make, like a child, it tells you who he is or she is and what she wants and where she's going to go. You don't you don't bring a child in this world and say you're going to be a lawyer and, you're going to be really good at math or whatever. He tells you maybe he's good at sports, maybe he's good at in the arts, right? Maybe she's a dancer. So you observe it and you see what does it want to be and you nurture it. It's like a fire you try to kindle and keep alive. Et je me souviens que tu nous avais dit, en parlant de Massacre à la tronçonneuse, que Michael Bay était pas vraiment investi sur le tournage. Est-ce qu'il l'était davantage sur Vendredi 13? No, no, that's not right. He is invested. He surrounds himself with people that look out for the goods, right? Foreman Fuller. He wasn't there, but there is. Look, there is something to be said to have somebody who shepherds this, who looks out that the people I'm surrounded with are good people,
we're getting a better crop of actors than these movies normally get. For example, um, everybody's at their best behavior. It's a Michael Bay film, right? And everybody wants to be on his next big one. So for many, it might be a stepping stone. Maybe it could have been for me, right? So yes, so even if he's not there, he commands respect. And I definitely give him this. There was always an empty chair with his name on it, even though he never came. So he was there in He's spirit. always Maybe he has watching. intimidation value. Comme dans le remake de Massacre à la tronçonneuse, t'as réussi un très beau plan où Jason plante le policier dans l'œil et la caméra traverse la porte et la cabane. Est-ce que c'était un clin d'œil au plan que tu avais fait dans Massacre à la tronçonneuse, avec la caméra qui traversait la tête? Oh no. You see, interestingly enough, because the movie was essentially written as a director, the only way how you can override a writer, which I didn't really try, was action. So action, the kill scenes, that is where I really could put my thumbprints on and mold that. You storyboard it, you're not really writing, and you come up with visuals together with the stunt team and the actors and whatever, and it is expected that it goes off script for those moments. You don't have to justify that to the writer's guild, I presume. So that's where we really got to have fun. Mark Yates, my storyboard artist, for example, came up with a great kill with a machete going through the roof of that. That's the best one. Yeah. Because she was just supposed to drown. That was my favorite too. So yeah, how can we make the most gruesome and most interesting thing? And what writers cannot know, how can we utilize the lay of the land or the location to to be inspired for kills? So they are part of the environment. A funny thing that I should mention is when you shoot a movie like that and you shoot out a location like that house where they're all, bunking, the party house, right? You get to keep it for a month or a few weeks till you see the first edits to make sure you got everything you needed. If not, you have to go back. So they're not going to strike the set. They're keeping the set as a holdover set for a while longer. And just at that time, my wife and my kids came to visit. And I went to the producer and I said, look, we're not using that place. We're most likely not going to go back to it, the party house. Can I hang out there with my family? Can we have that house rather than a hotel room? Sure, you can have it, right? All right. So my kids are frolicking in the jacuzzi. They're out there at the lake where we were shooting. They're like inside in the bedroom and upstairs in the attic. And they're just having a good time, innocent children. And all I could see was the bloodshed that we did there. It's like, yeah, that's where the guy was dead with the face down. That's where the nude body of that one girl was in the bramble at the edge of the lake. They're just like splashing around. That was kind of odd, I must say. My children and my films are usually separated. That's where there was a very strange overlapping. Et est-ce que tes enfants, ils ont vu les films maintenant? No, they've seen it. I know they've seen it, yes. Et qu'est-ce qu'ils en pensent? They're always very polite when they watch my movies. They thought Conan was the best movie they watched all year. They're really sweet. I raised them well. Tu as ouvert la voie à une décennie de remakes de films d'horreur avec ton Massacre à la tronçonneuse. Avec le recul, quel est ton avis sur cette mode des remakes de l'époque? Parce qu'il y en a eu beaucoup. Look, what I'm getting from social media is whatever people think about my remakes, I was the first one that started at least the slasher genre remake craze. It's a dubious credit to my name, but I take it. We certainly weren't jumping on a bandwagon, and when we did Texas Chainsaw Massacre, the hopes for it were fairly low. I heard once they would have been happy making like $4 million or $5 million, and it became the most profitable movie of the year per dollar investment, what they eked out.
And then, of course, I wanted to do something right next. You see, this is a genre where the fans, and who am I telling this, are extremely literate. They're movie literate. They're slasher movie literate. They know the game. They know, the tropes. They expect them because it's a ritual, but they also want to be surprised. So you rearrange it a little bit, you change a little bit, but it's like playing chamber music. There's a nominal amount of instruments, and there's a structure to it, and within that you can make endless variations. And you listen to them. As I said, the writers are very much fans themselves, and they represent them. But then even during the making of it, and while you edit, you really take in what they have to say. Just to show you how much filmmakers listen to the fans, there was San Diego Comic-Con where the producers showed the movie, showed the trailer. And some kid in a Star Wars costume steps in front of the producers as they're walking through the area there, and he goes like, whatever you guys do, never take his mask off. You don't do that, right? And of course, I wanted to take the mask off, and I shot an ending with the mask off, and because I wanted him to look human and pitiful in his last moment as he gets sucked into, what do you call it? Spoiler alert, when he gets sucked into the shredder and the mask flies off and you see him almost like a pitiful child in his dying moment. The producers came back from the Comic-Con and says, "It's got to go. We got to get out. Can't show it." Do you see him without the mask at the end in the cut you've seen? Non, on aperçoit son visage brièvement au début, mais pas à la fin. When he was a kid. Ouais. Yeah. I had more of the kid, and I definitely had the mask come off at the beginning. So that was one thing that was very important for me. And I said, isn't it interesting? You hire me to direct the movie and you don't listen to me, but there's this guy that just in passing at the Comic-Con blurred something out. I decide I had him run. I can show him without a mask. I watched 13 without the mask, so got to do something new. It was important for me on Texas Chainsaw Massacre. I got flack on that too. Oh, he took the mask off. Immediate fail. No, it tells you a story. His face is ruined. He's taking the faces of pretty people that probably heckled him in school that he's not a part of, and he wants to be a part of that. And I wanted to remind people when he dies that this guy, Jason, is actually a victim. But what if I would say, hey, I've seen Batman, the TV show. That's not Batman. They go, pow, ooh, ah, and it's colorful and it's goofy, right? And then somebody comes along and says, no, it's going to be dark and existential, right? I guess if people like it, it's not an issue, Only these comments happened before I even got to make the movie. They haven't seen it. It was prejudice. I was prejudged. Oui, malheureusement, mais après, aujourd'hui, ce sont les nouvelles générations qui découvrent ces films et qui les regardent avec un œil neuf, sans appréhension, sans attente, surtout. Well, it's always a question of when and how you lose your R-rated movie virginity, For me, it was with movies like The Exorcist and The Omen. Yeah. My sons watched The Exorcist and they laughed. They didn't even think it was scary. I fathomed that. I thought it was timelessly scary. And, they would watch Jason running and they wouldn't see anything wrong with it. It's like whoever fell in love with it, decades earlier, that becomes sort of a self-appointed crypt keeper. Look, there were things in life. You live by the pussy, you die by the pussy, right? The same is true for the fans, They come in drones, they buy the lunchbox and they buy the sequel and the prequel and the comic book, right?
So you got to love them for that. Do they have an opinion? Damn straight. Yes, they do. And I accept that and I expect it, and you deal with it to a certain extent. You don't go in there with the arrogance of you don't care, you know. T'as travaillé sur des franchises comme Vendredi 13, Texas Chainsaw, des films considérés comme des films commerciaux, comme tu disais. On avait parlé au Comic-Con de la différence entre cinéma commercial et cinéma artistique. Est-ce que tu t'en souviens? Quelle est ta propre définition de cette différence? Et où est-ce que tu te situes, toi, entre ces deux approches? Before I tell the story, that on the last podcast, did I talk about the Chip-Away set? No. I didn't. Okay, good. I No. tell you, it's one of my favorite stories. I actually wrote it as highbrow as it sounds for Cannes, for the Cannes magazine. It was like a print thing back then, and they had exactly the same question. Where's the difference between making an art film, or doing something that's commercial? I'm a commercial filmmaker, but I do music videos and I do movies. So they wanted to know. And I told them about a scene I saw in the movie Camille Claudel, where she moves after she got dumped and slided by Rodin into this farmhouse. She rented a shack, and there are these guys that transport a gigantic block of granite into it. The whole story, the whole scene is told from the POV of the child of the farmer, a boy. And he sees that, he has no idea what's going on, big to do. So they're putting that in, and she's like haggard and pale, and she slams the door closed. And all he hears now is clack, 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 the hammering on the block. And time passed, and it's raining like crazy, and she opens the door and she falls out of the door in complete catharsis and collapses. And the boy climbs over her, and he sees 5 horses arching up, fire and steam coming out of their nostrils. And he looks at that and at all the remains, these pieces of stone on the floor, and he looks at her and he says, "How did you know this was in it?" And I thought that was fantastic, because people that don't do what we are doing, they don't know how we can make something out of nothing, how we can shape something like that out of a block. Surely she must have known that was in there. And she did, but it's not definable, right? Okay. So when I was a kid, there were these comic books, and they would advertise things you could order, like the Shaker Maker or whatever from Mattel. So that was the Chip-Away set. And the Chip-Away set essentially was a statue. There was a choice of 2 for highbrow and for lowbrow kids, right? There was Michelangelo's David or a baseball player. And they were encased, they were made from a hard resin, but they were encased by plaster of Paris. That's what we call in America. What do you call plaster in Paris in Paris? It's like a soft, it's like a powder you put water in, and then it becomes very brittle and soft. We call it plâtre, juste plâtre. 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 Plâtre de Paris. Exactement. They sell the shit. So you take this rubber mallet and a plastic screwdriver, and you hit on the plâtre till you reveal the statue with the harder resin that's already in it, right? I said, well, the Camille Claudel reference, that is what an artist does. And what happened here with this block of plaster of Paris, the reveal, that's what a commercial artist does. Now, this might sound like I'm poo-pooing what commercials artists do. Here's a gag. The sculpture inside, what you're trying to reveal, is not made of a harder resin. It is made in the collective consciousness of around 25 people on that conference call as you're pitching the job. You have to describe something that they don't even know they want to see.
And it has to be in all of their heads somehow. And that amalgamation, you have to chisel free now. You have to carve out. So I actually would say it's a harder job because it is not what's in your mind, what you project into it. It is the expectation, and in the case of a movie like that, of not just the rights holders and the investors and the studio and the producers, it's all the fans as well, many generations. So that's not an easy job. And I succeeded in that in commercials. I was good at that. Maybe because I worked for 15 ad agencies before I started directing. Maybe because I made music videos. By the time I did commercials, I thought of them as almost like a living thing. You know, like you're selling a star, you're selling a CD, it's a commercial for the star, but they can talk back, they can have an opinion, and they have fans too. And that Yeah. really helped me when I got into commercial television. And to a certain extent helped me when I made movies that had a fan following already, that were ostensibly remakes with great expectations connected to it. You want to give the fans what they want, but you don't want to give them exactly what they expect. Je vois que tu as une approche de la mise en scène qui est assez particulière. Quelle a été ta formation? C'est qui ton mentor? A mentor in Mentor. filmmaking. Worked for a company called our Greenberg Associates. They were an outfit in New York that directors and studios would bring their movies to get them packaged. We did opening titles. We did logos, Oh, teasers, and trailers. This is where you did the Aliens logo. That's where Aliens was done. Alien. That's where I worked on the Untouchables, Dirty Dancing. But they did everything from the baby floating around in World According to Garp and the Superman opening titles, the street Oh, ones. yeah. It was the computer graphics. There was no computer graphics. There was an Elecon. There was an optical printer. And they tickled a lot out of that and then became one of the first places that did computer graphics. Funny thing is when they did Alien, the surface in the trailer, the surface under the egg, right? It's the egg with the crack. The surface, those were overbaked brownies. It is so obvious. It is actually so obvious. They went there to watch on the big screen going like, oh my God, what if people laugh? Personne ne l'a remarqué. You got away with it. So it was great. It was a great training ground because in the first month that I worked there, I worked for Francis Ford Coppola, Ivan Reitman, Brian De Palma, Steven Spielberg, James a Cameron. few, you know. And by the way, these were for the most part movies that and Jim Cameron on Aliens, but for the most part, these were movies that had very, very big problems. For Coppola, I worked on Gardens of Stone. For Spielberg, I worked on The Money Pit. We were the outfit that they came to when they went like, we might have a problem in our hands. Tu as aussi travaillé sur la bande-annonce de Life Force de Tobe Hooper. Yes, Daniel shot that actually. You know, that was done there. So all these meeting these directors in their most vulnerable state, having a movie come out and worried that it might not do so well, I saw them vulnerable. I saw them sweating it. And at that point, as essentially a designer and storyboard artist and designer in film, nevertheless, but never having done anything that was longer than a few seconds, I realized that these are humans and they worry about this as much and they scramble for solutions and decisions, you know. What Greenberg also taught me is that design is a language and that you can solve problems with design. You know, by the way, talking about how titles can change a problem, Star Wars didn't test well. It looked like it would be a big misadventure. And then George went, let me do one thing. And he did the crawl. Yeah.
Once upon a time in the future, in a galaxy far, far away, yada, 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 yada. Told you what the movie was about, but also it told you how to look at the movie. It's a fairy tale in space, and of course, a music, you know. But the important thing was to allow people to look at it the way you want to see them the movie, you know, like look at it through the eyes of a fairy tale, a comic book, but in space. It's not your typical science fiction movie. Yeah. So solving problems with design, you know, and still I feel I'm much more see myself as a designer than a director or anything else. I designed myself into Yeah. direct. Dernière question, quelle est ta vision du genre horrifique aujourd'hui? Est-ce que tu continues à regarder des films d'horreur? I'm the wrong person to ask. That's the last time I even watched a horror movie. I'm not into venturing into dark places right now, even though I feel it's a great release. I think a lot of fans of horror movies like it because it's cathartic and kind of like a roller coaster ride. You go out of it and you're glad you're alive, that your life is not as miserable as what you've just seen on screen. You know what? Here's one I really enjoyed, and I was very surprised. I thought this Last Omen offering was really good, and this is not recent, but you know, since people say remakes shouldn't be made, the Evil Dead remake, the first of those two, I thought was fantastic. I was genuinely scared. Genuinely scared. There are a lot of movies that are remakes, like The Thing and like Invasion of the Body Snatchers, Donald Sutherland, that show us that this is modern day mythology and it wants to be retold. In fact, my last movie I did was Stephen Schneider. You know, he was Jason Blum's partner. And what maybe few people know is his background. He was, I think, a Harvard professor. And he wrote books, encyclopedic books on horror movies because he says this is modern day mythology. This is our Prometheus, right? This is an important genre. And I think that's why people flocked to him, because they felt understood. You know, they felt honored that there was somebody of his caliber thinking of this, you know, grimy little genre that so many people are embarrassed by, as if it's like somewhere close to pornography on the cinematic spectrum. There's so much more. Et avant de conclure, est-ce que tu as un mot pour tes fans français? Anything you want. Mon ami français, j'adore les fans. Can you say fans? Fan? Yeah, fan. De horreur. And most of all, I gotta say, all your translations of the titles of the movies I do in French, it sounds like important films. For that alone, I love the French. But like Massacre de Tronçonneuse. Attention. Oh, and Vendredi, I was always bad at numbers. 13, 13. Vendredi 13. Conan le Barbare. Barbare. Le Yes. Barbare. Pathfinder in French is still Pathfinder. This one, we kept it. But no. Maybe that's why I did so terribly. I need all the cell I can get. Come up with a fancy name, please, will you? Merci beaucoup, Marcus. En tout cas. Merci. Always a pleasure talking to you.